Chant 21. Argument. Pudeur de Jeanne démontrée. Malice du diable. Rendez-vous donné par le président de Louvet au Grand Talbot. Service rendu par frère Lourdi. Belle conduite de la discrète Agnès. Repentir de l'âne. Exploit de la pucelle. Triomphe du grand roi Charles VII. Mon cher lecteur sait par expérience que ce beau Dieu qu'on nous peint dans l'enfance, et dont les jeux ne sont pas jeux d'enfants, a deux carquois tout à fait différents. L'un des traits dont la douce piqûre se fait sentir sans danger, sans douleur, croît par le temps, pénètre au fond du cœur, et vous y laisse une vive blessure. Les autres traits sont un feu dévorant, dont le coup part et brûle au même instant. Dans les 5 sens, ils portent le ravage. Un rouge vif allume le visage. De nouvel être, on se croit animé. De nouveau sang, le corps est enflammé. On n'entend rien. Le regard étincelle. L'eau sur le feu bouillonnant en grand bruit, qui sur ses bords s'élève, échappe et fuit, n'est qu'une image imparfaite, infidèle, de ces désirs dont l'excès vous poursuit. Profanateur indigne de mémoire, vous qui de Jeanne avez souillé la gloire, et vil écrivain qui, du mensonge épris, falsifié les plus sages écrits, vous prétendez que ma pucelle Jeanne, pour son grison sentit ce feu profane? Vous imprimez qu'elle a mal combattu. Vous insultez son sexe et sa vertu. Des cris honteux, compilateurs infâmes, sachez qu'on ne doit plus de respect aux dames. Ne dites point que Jeanne a succombé. Dans cette erreur, nul savant n'est tombé. Nul n'avance à des faussetés pareilles. Vous confondez les faits et les temps. Vous corrompez les plus rares merveilles. Respectez l'âne et ses faits éclatants. Vous n'avez pas ses fortunés talents, et vous avez de plus longues oreilles. Si la pucelle, en cette occasion, vit d'un regard de satisfaction les feux nouveaux qu'inspirait sa personne, c'est vanité que son sexe en pardonne, c'est amour propre, et non pas l'autre amour. Pour achever de mettre en tout son jour de Jeanne d'Arc le lustre internissable, pour vous prouver qu'au malice du diable, au fier transport de cet âne éloquent, son noble cœur était inébranlable, sachez que Jeanne avait un autre amant. C'était Dunois, comme aucun ne l'ignore. C'est le bâtard que son grand cœur adore. On peut d'un en écouter les discours, on peut sentir en vain un désir de plaire. Cette passade, innocente et légère, ne trahit point de fidèles amours. C'est dans l'histoire une chose avérée que ce héros, ce sublime Dunois, était blessé d'une flèche dorée qu'amour tira de son premier carquois. Il commanda toujours à sa tendresse. Son cœur altier n'admit point de faiblesse. Il aimait trop et l'État et le roi. Leur intérêt fut sa première loi. Ô Jeanne, il sait que ton beau pucelage de la victoire est le plus précieux gage. Il respectait Denis et tes appâts, semblable au chien courageux et fidèle qui, résistant à la faim qui l'appelle, tient la perdrix et ne la mange pas. Mais quand il vit que le baudet céleste avait parlé de sa flamme funeste, Dunois voulut en parler à son tour. Il est des temps où le sage s'oublie. C'était, sans doute, une grande folie que d'immoler sa patrie à l'amour. C'était tout perdre, et Jeanne, encore honteuse, d'avoir d'un an écouté les propos, résistait mal à ceux de son héros. L'amour pressait son âme vertueuse. C'en était fait, lorsque son doux patron, du haut du ciel, détacha son rayon. Ce rayon d'or, sa gloire et sa monture, qui transporta sa béate figure, quand il chercha, par ses soins vigilants, un pucelage au rempart d'Orléans. Ce saint rayon, frappant au sein de Jeanne, en écarta tout sentiment profane. Elle cria: « Cher bâtard, arrêtez. Il n'est pas temps, nos amours sont comptés. Ne gardons rien à notre destinée. C'est à vous seul que ma foi s'est donnée.
Je vous promets que vous aurez ma fleur. Mais attendons que votre bras vengeur, votre vertu, sous qui le Breton tremble, ait du pays chassé l'usurpateur. Sur des lauriers, nous coucherons ensemble. À ce propos, le bâtard s'adoucit. Il écouta l'oracle et se soumit. Jeanne reçut son pur et doux hommage modestement. Il lui donna pour gage 30 baisers chastes, pleins de pudeur, et tels qu'un frère en reçoit de sa sœur. Dans leur désir, tous deux ils se comptèrent, et de leurs faits honnêtement convinrent. Denis les voit, Denis très satisfait, de ses projets pressa le grand effet. Le preux Talbot devait, cette nuit même, dans Orléans entrer par stratagème. Exploit nouveau pour ces Anglais hautains, tout gens sensés, mais plus hardis que fins. Ô Dieu d'amour, aux faiblesses, aux puissances, amour fatal, tu fus près de livrer aux ennemis ce rempart de la France. Ce que l'Anglais n'osait plus espérer, ce que Bedford et son expérience, ce que Talbot et sa rare vaillance ne purent faire, amour, tu l'entrepris. Tu fais nos mots, cher enfant, et tu ris. Si dans le cours de ces vastes conquêtes, il effleura de ses fléchonnettes le cœur de Jeanne, il lança d'autres coups dans les 5 sens de notre présidente. Il la frappa de sa main triomphante, avec les traits qui rendent les gens fous. Vous avez vu la fatale escalade, l'assaut sanglant, l'horrible canonnade, tous ces combats, tous ces hardis efforts, au haut des murs, en dedans, en dehors, lorsque Talbot et ses fières cohortes avaient brisé les remparts et les portes, et que sur eux tombait du haut des toits le fer, la flamme et la mort à la fois. L'ardent Talbot avait, d'un pas agile, sur des mourants pénétré dans la ville, renversant tout, criant à haute voix « Anglais, entrez, bas les armes, bourgeois !» Il ressemblait au grand dieu de la guerre, qui sous ses pas fait retentir la terre, quand la discorde ébellonne et le sort arme son bras, ministre de la mort. La présidente avait une ouverture dans son logis auprès d'une masure, et par ce trou contemplait son amant. Ce casque d'or, ce panache ondoyant, ce bras armé, ces vives étincelles, qui s'élançaient du rond de ses prunelles, ce port altier, cet air d'un demi-dieu. La présidente en était tout en feu, hors de ses sens, de honte dépouillée. Telle autrefois, d'une loge grillée, Madame Oudou, dont l'amour prit le cœur, lorgnait Baron, cet immortel acteur. D'un œil ardent dévorait ses figures, son beau maintien, son geste, sa parure, mêlait tout bas sa voix, ses accents, et recevait l'amour par tous les sens. Chez la Louvet, vous savez que le diable était entré sans se rendre important, que le diable et l'amour, c'est tout un. L'archange noir, de mal insatiable, prit la cornette et les traits de Suzon, qui dès longtemps servait dans la maison. Fille entendue, active, nécessaire, coiffant, frisant, portant des billets doux, savant en l'art de conduire une affaire, et ménageant souvent 2 rendez-vous, l'un pour sa dame, et puis l'autre pour elle. Satan, caché sous l'air de la donzelle, tint ce discours à notre grosse belle. Vous connaissez mes talents et mon cœur. Je veux servir votre innocente ardeur. Votre intérêt d'assez près me concerne. Mon grand cousin est de garde ce soir, en sentinelle à certaines poternes. Là, sans risquer que votre honneur soit terne, le beau Talbot peut en secret vous voir. Écrivez-lui. Mon grand cousin est sage. Il vous fera très bien votre message. La présidente écrit un beau billet, tendre, emporté. Chaque mot porte à l'âme la volupté, les désirs et la flamme. On voyait bien que le diable dictait. Le grand Talbot, habile ainsi que tendre, au rendez-vous fit serment de se rendre. Mais il jura que, dans ce doux conflit, par les plaisirs il irait à la gloire. Et tout fut prêt afin qu'au saut du lit, il ne fit plus qu'un saut à la victoire.
Il vous souvient que le frère Lordi fut envoyé par le grand Saint-Denis chez les Anglais pour lui rendre service. Il était libre et chantait son office, disait sa messe et même confessait. Le preux Talbot sur sa foi le laissait, ne jugeant pas qu'un rustre, un imbécile, un moine épais, excrément de couvent, puis il avait fait fesser publiquement, puis traverser un général habile. Le juste ciel en jugeait autrement. Dans ses décrets, il se complaît souvent, se moquait des plus grands personnages. Il prend les sots pour confondre les sages. Un trait d'esprit venant du paradis illumina le crâne de l'ordi. Son cerveau, la matière épaissie, devint léger et fut moins obscurci. Il s'étonna de son discernement. Las, nous pensons, le bon Dieu sait comment. Connaissons-nous quel ressort invisible rend la cervelle ou plus ou moins sensible? Connaissons-nous quel atome divers font l'esprit juste ou l'esprit de travers? En quel recoin du tissu cellulaire sont les talents de Virgile ou d'Homère? Et quel levain, chargé d'un froid poison, forme un Thersites, un Zoïle, un Fréron? Un intendant de l'empire de Flore, près de Neuillet, voit le ciguë éclore. La cause en est au doigt du Créateur, elle est cachée aux yeux de tout docteur. N'imitons pas leur babyle inutile. L'ordi d'abord devint très curieux. Utilement, il employa ses yeux. Il vit marcher sur le soir, vers la ville, des cuisiniers qui portaient à la file tous les apprêts pour un repas exquis. Truffes, jambon, gélinottes, perdrix. De gros flacons à panse ciselée rafraîchissaient dans la glace pilée ce jus brillant, ces liquides rubis que tient sitôt dans ses caveaux bénis. Vers la poterne on marchait en silence. L'ordi alors fut rempli de science, non de latin, mais de cet art heureux de se conduire en ce monde scabreux. Il fut doué d'une douce faconde, devint accord attentif avisé, regardant tout du coin d'un œil rusé, fin courtisan, plein d'astuces profondes, le moine enfin, le plus moine du monde. Ainsi l'on voit en tout temps c'est pareil, de la cuisine entrer dans les conseils, brouillon en paix, intriguant dans la guerre, régnant d'abord chez le grossier bourgeois, puis se glissant au cabinet des rois, puis enfin troublant toute la terre, tantôt adroit et tantôt insolent, renard ou loup, ou singe ou serpent. Voilà pourquoi les Bretons mécréants de leur engeance ont purgé l'Angleterre. Notre lourdi gagne un petit sentier qui par un bois mène au royal quartier. Son esprit roulant ce grand mystère, il va trouver Bonifou son confrère. Dom Bonifou, en ce même moment, sur le destin rêvait profondément. Il mesurait cette chaîne invisible qui tient lié le destin et les temps, les petits faits, les grands événements, et l'autre monde, et le monde sensible. Dans son esprit, il les combine tous. Dans les effets, voit la cause et l'admire. Il en suit l'ordre, il sait que rendez-vous peut renverser ou sauver un empire. Le confesseur se souvenait encore qu'on avait vu les 3 fleurs de lys d'or en champ d'albâtre à la fesse d'un page anglais. Surtout, il envisage les murs tombés du mage Hermaphrodix. Ce qui surtout l'étonne davantage, c'est le bon sens, c'est l'esprit de l'ordi. Il connut bien qu'à la fin, Saint-Denis, de cette guerre aurait tout l'avantage. L'ordi se fait présenter poliment par Bonifou à la royale amie. Sur sa beauté, il lui fait son compliment, et sur le roi, puis il lui dit comment, du grand Talbot la prudence endormie, pour le soir un rendez-vous donné vers la poterne, où se déterminer est attendu par la louvet qui l'aime. On peut, dit-il, user d'un stratagème, suivre Talbot et le surprendre là, comme Samson le fut par Dalila. Divine Agnès proposait cette affaire au grand roi Charles. « Ah, mon révérend père, lui dit Agnès,
Pensez-vous que le roi puisse toujours être amoureux de moi? Je n'en sais rien. Je pense qu'il se damne, répond l'ourdi. Ma robe le condamne. Mon cœur l'absout. Ah, qu'ils sont fortunés, ceux qui pour vous seront un jour damnés. Agnès reprit. Moine, votre réponse est bien flatteuse et de l'esprit annonce. Puis dans un coin le tirant les cœurs, elle lui dit. Auriez-vous par hasard, chez les Anglais, vu le jeune Montrose? Le moine noir l'entendit finement. Oui, je l'ai vu, dit-il, il est charmant. Agnès rougit, baisse les yeux, compose son beau visage, et prenant par la main, l'adroit l'ourdi, le mène, avant nuit close, au cabinet de son cher suzerain. L'ourdi fit un discours plus qu'humain. Le roi Charlot, qui ne le comprit guère, fit assembler son conseil souverain, ses aumôniers son conseil de guerre. Jeanne, au milieu des héros, c'est pareil, comme au combat assisté au conseil. La belle Agnès, d'une façon gentille, discrètement travaillant l'aiguille, de temps en temps donnait de bon avis, qui du roi Charles était toujours suivi. On proposa de prendre avec adresse, sous les remparts Talbot et sa maîtresse, tel dans les cieux le soleil et Vulcain surprirent Mars avec son Aphrodise. On prépara cette grande entreprise qui demandait la tête et la main. Dunois d'abord prit le plus long chemin, fit une marche pénible et savante, et fort de l'art que dans l'histoire on vante. Entre la ville et l'armée on passa, vers la poterne enfin on se plaça. Talbot goûtait avec sa présidente les premiers fruits d'une union naissante, se promettant que du lieu au combat, en vrai héros, il ne ferait qu'un pas. 6 régiments devaient suivre à la file. L'ordre est donné, c'était fait de la ville. Mais ces guerriers, de la veille engourdis, pétrifiés d'un sermon de l'ourdi, bâillaient encore et se mouvaient à peine. L'un contre l'autre, ils dormaient dans la plaine. Ô grand miracle, au pouvoir de Denis. Jeanne et Dunois et la brillante élite des chevaliers qui marchaient à leur suite bordaient déjà, sous les murs d'Orléans, les longs fossés du camp des assiégeants. Sur un cheval venu de Barbarie, le seul que Charles eut dans son écurie, Jeanne avançait, en tenant d'une main de Déborah l'estramaçon divin. À son côté pendait la noble épée qui d'Holoferne a la tête coupée. Notre pucelle avec dévotion fit à Denis tout bas cette oraison. Toi qui daignas ma faiblesse obscure, dans Don Rémy confier cette armure, sois le soutien de ma fragilité. Pardonne-moi si quelque vanité flatta mes sens quand ton âne infidèle s'émancipa jusqu'à me trouver belle. Mon cher patron, daigne te souvenir que c'est par moi que tu voulus punir de ces Anglais les ardeurs enragés qui polluaient des nonnes affligées. Un plus grand cas se présente aujourd'hui. Je n'ai plus rien sans ton divin appui. Prête ta force au bras de ta servante. Il faut sauver la patrie expirante. Il faut venger l'hélice de Charles VII. Avec l'honneur du président Louvet. Conduis à fin cette aventure honnête, ainsi le ciel te conserve la tête. Du haut du ciel, Saint-Denis l'entendit, et dans le camp son âme la sentit. Il sentit Jeanne, et d'un battement d'aile, la tête haute, il s'envole vers elle. Il s'agenouille, il demande pardon des attentats de sa tendresse impure. Je fus, dit-il, possédé du démon, je m'en repens. Il pleure, il la conjure de le monter, il ne saurait souffrir que sous sa Jeanne un autre ose courir. Jeanne vit bien qu'une vertu divine lui ramenait la volatile asine. Au pénitent sa grâce elle accorda, face à son âne, il lui recommanda d'être à jamais plus discret et plus sage. L'âne le jure et, rempli de courage, fier de sa charge, il la porte dans l'air. Sur les Anglais, ils font comme un éclair,
comme un éclair que la foudre accompagne. Jeanne en volant inonde la campagne, de flots de sang, de membres dispersés, coupe sans coup l'un sur l'autre entassés. Dans son croissant de la nuit, la courrière lui fournissait sa douteuse lumière. L'Anglais surpris, encore tout étourdi, regarde en haut d'où le coup est parti. Il ne voit point la lance qui le tue. La troupe fuit, égarée, éperdue, et va tomber dans les mains de Dunois. Charles se voit le plus heureux des rois. Ses ennemis à 6 coups se présentent, tels que perdreaux en l'air éparpillés, tombant en foule et par le chien pillé. Sous le fusil la bruyère ensanglante. La voix de l'âne inspire la terreur. Jeanne d'en haut étend son bras vengeur, poursuit, pourfend, perce, coupe, déchire. Dunois assomme, et le bon Charles tire, à son plaisir, tout ce qui fuit de peur. Le beau Talbot, tout enivré des charmes, de salouvet et de plaisir rendu, sur son beau sein mollement étendu, à sa poterne entend le bruit des armes. Il en triomphe. Il disait à part soi, « Voilà mes gens, Orléans est à moi. » Il s'applaudit de ses rues habiles. « Amour, dit-il, c'est toi qui prends les villes. » Dans cet espoir, Talbot encouragé, donne à sa belle un baiser de congé. Il sort du lit, il s'habille, il s'avance pour recevoir les vainqueurs de la France. Auprès de lui, le grand Talbot n'avait qu'un écuyer qui toujours le suivait, grand confident et rempli de vaillance, digne vassal d'un si galant héros, gardant sa lance ainsi que les manteaux. « Entrez, amis, saisissez votre proie !» criait Talbot, mais courte fut sa joie. Au lieu d'amis, Jeanne, la lance en main, fondait vers lui sur son âne divin. 200 Français entrent par la poterne. Talbot frémit, la terreur le consterne. Ces bons Français criaient « Vive le roi! À boire, avançons! Marche à moi! Gascon, Picard, qu'on s'y vertue! Point de quartier, les voilà, tire, tue! » Talbot remis du long saisissement que lui causa le premier mouvement. À sa poterne n'ose encore se défendre. Tel, tout sanglant, on se patrie en cendres, le fils d'Anchise attaquait son vainqueur. Talbot combat avec plus de fureur. Il est anglais, l'écuyer le seconde. Talbot et lui combattraient tout un monde. Tantôt de front et tantôt dos à dos, de leur vainqueur ils repoussent les flots. Mais à la fin, leur vigueur épuisée, cède aux Français une victoire aisée. Talbot se rend, mais sans être abattu. Jeanne et Dunois prisèrent sa vertu. Ils vont tous deux, de manière engageante, au président rendre la présidente. Sans nul soupçon, il reçoit très bien. Les bons maris ne savent jamais rien. Louvet toujours ignora que la France, à celle Louvet devait sa délivrance. Du haut des cieux, Denis applaudissait. Sur son cheval, Saint-Georges frémissait. L'âne entonnait son octave écorchante, qui des Bretons redoublait l'épouvante. Le roi, commis au rang des conquérants, avec Agnès soupa dans Orléans. La même nuit, la fière et tendre Jeanne, ayant au ciel renvoyé son bel âne, de son serment accomplissant les lois, tint sa parole à son ami Dunois. L'ourdi, mêlé dans la troupe fidèle, criait encore « Anglais, elle est pucelle !»